La réverbération. Ok. Alors, moi je m'appelle Stéphane Pinge, je suis enseignant en activité physique adaptée au centre de rééducation en neurologie à Agen, à l'hôpital d'Agen. Je remercie les deux Carolines de m'avoir invité, surtout pour un très beau projet comme ça. Je vais évidemment laisser Denis et Myriam présenter un petit peu le projet, enfin même beaucoup le projet, parce que c'est quand même les stars de la soirée et surtout en activité physique. Donc déjà je voulais remercier les deux Carolines. Alors après l'idée c'est de discuter en suivant, de travailler sur l'activité physique et de voir la relation entre activité physique et sclérose en plaques. Voilà. Donc je trouvais très intéressant de partir du projet de Denis et Myriam, donc je vais leur laisser la parole évidemment, pour qu'ils nous exposent, qu'ils se présentent, même si on a eu plein d'articles sur lui. Qui présente aussi un petit peu la sclérose en plaques et leur parcours par rapport à leur projet. On partira de là et on verra. N'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Et ce sera avec grand plaisir. Je vous laisse. Bon, mais voilà, je m'appelle Denis Debord, j'ai 71 ans. Et cette colocataire, comme je l'appelle, la sclérose en plaques, m'est tombée dessus il y a 2 ans. Enfin, on l'a décelée il y a 2 ans. Et un matin, donc je me suis levé et puis une poupée chiffon, incapable de me tenir ni assis, ni debout, rien. Plus pouvoir parler, plus pouvoir uriner, tout était dégradé. La vue qui était réduite à un petit sillon devant moi. Donc j'ai pensé que c'était la fin, quoi. J'ai pensé à un infarctus. Je suis allé à l'hôpital. 3 jours après, ils se sont rendus compte que j'avais toujours pas utilisé l'urinoir. Donc ils m'ont envoyé d'urgence à Bordeaux. Et là, suite à des examens, donc et ponction lombaire, prise de sang, IRM, suite à tout cela, ils ont diagnostiqué la sclérose en plaques. Voilà. Et le choc m'est tombé dessus, quoi. Pour moi, tout s'est effondré. J'ai dit, c'est fini, je ne pourrai plus rien faire. Mais j'ai été envoyé après ça à la Tour de Gacy, un centre de rééducation comme celui de M. Pain. Et là, donc, il y a eu un changement. Les kinés m'ont pris en main. Et là, vraiment, j'ai senti que je pouvais remonter. Et le sport m'a aidé dans ce sens. L'activité physique sous un régime soutenu, de 8h le matin à 5h l'après-midi, c'était non-stop. Et là, j'ai senti que je commençais à récupérer. Et je suis passé donc du lit au fauteuil roulant et du fauteuil roulant au déambulateur et après à la marche sans rien. Voilà. Le diagnostic donc a été reconnu par le fait que c'est une maladie qui se déclare jeune normalement, entre 25 et 40 ans. Et des personnes qui ont passé la cinquantaine, chez qui on trouve une sclérose en plaques, sont très rares. Mais ceux à qui on en trouve à 70 ans ou plus de 70 ans comme moi sont encore au plus rares. Et donc ils étaient vraiment surpris de voir que j'arrivais quand même à remonter. Par contre, ils ont trouvé des cicatrices anciennes sur des plaques dans le cerveau d'abord, des plaques sur le cervelet et à la moelle épinière également, des lésions de plus de 15 mm, plusieurs lésions, même des dizaines. Et ils pensaient que pour moi, c'était irrécupérable. Mais voilà, la volonté et le sport ont fait que je suis là aujourd'hui et que j'arrive à faire ce périple. Voilà. Je vous passe Myriam qui va continuer. Alors le projet,
Il est né de la volonté de remonter le moral de Denis, puisqu'il avait commencé à la Tour de Gassy jusqu'au 1er juillet à récupérer. Je voulais qu'il continue dans cette progression alors qu'on ne connaissait personne, qu'il y avait la SEP autour de nous et on ne connaissait rien là-dessus, sur cette maladie. Donc on avait projeté de faire le canal des deux mers suite à une histoire que j'ai écrite pour mes petits-enfants concernant des soins à les cousins, ils sont 14, donc les cousins se fédéraient pour récolter des fonds en faisant du vélo sur le canal jusqu'à Toulouse, pour pouvoir aider les chirurgiens parisiens à aller opérer des enfants du cœur à Abidjan, en Côte d'Ivoire. C'est un documentaire que j'avais entendu qui m'a inspiré. Et de cette histoire, une nuit, m'est venue l'idée de nous-mêmes aller faire le canal, mais jusqu'à 7, pour parler de la sclérose en plaques, tout en cheminant, en faisant des étapes. Et puis là-dessus, on a vu un encart dans le journal qui proposait une rencontre éclairée à Fargues de Langon, donc à côté de chez nous, par des délégués du Sud-Gironde. Donc on s'y est rendu, et alors là, on a vu un groupe très actif et qui a pu nous pousser un petit peu en avant. Donc Delphine Villacresse nous a tout de suite parachuté bénévole, ça n'a pas fait l'ombre d'un... on n'a pas eu le temps de la réflexion, en 3 semaines, ça y est, on était bénévole. Et puis ensuite, Isabelle Virag, deuxième déléguée, nous dit « ça ne va pas être suffisant, il va falloir créer une association ». Donc Vlan, on crée une association, maintenant elle est faite, elle roule. Et ensuite, il a fallu mettre en place ça. Voilà, et on a mis en place le projet Canal des deux mers de Castez-en-Dorte à 7. Alors on a commencé par une réunion de départ ici à Castez-en-Dorte. On a fait la deuxième, ici à Agen. Il y en aura le 7 mai une troisième à Port-Lauragais dans l'Avignonnais. Et à l'arrivée à 7, il y aura la 4e le 17 mai. Voilà. Et entre-temps, pédale. Un jour sur 2. Parce que le deuxième jour, il faut se reposer. Et on espère que Denis ira bien. Si parfois il est vraiment trop mal, on ne va pas on ne va pas s'acharner à pédaler. On prend le camping-car, on monte le vélo dessus et on fait une étape suivante. Ça laissera un petit peu à Denis le temps de reprendre des forces et de repartir. Voilà. Autrement, on a créé une cagnotte Litchi pour nous permettre justement de payer la logistique, le temps de faire l'aller et le retour. On a demandé à Nora, notre petite fille ici présente, si elle pouvait nous suivre avec son camping-car. Donc Denis a adapté une attelle pour pouvoir supporter le poids du tricycle qui fait 50 kg, mon vélo qui en fait 26. Donc il fallait quelque chose de costaud. Donc c'est Damus qui nous a vendu le tricycle avec le monte-charge, enfin le monte-tricycle. Voilà. Une fois qu'on était bien équipé, on a pu enfin s'entraîner. Alors on s'est entraîné en vélo en premier, ensuite on a fait vélo-marche, et ensuite on a vu avec le médecin pour qu'il nous prescrive des séances de kiné. Donc tous les vendredis après-midi, on va chez le kiné et on fait du cardio, de la muscu. Et le mardi, on a rajouté de nous-mêmes 1h30 de coaching, de sport adapté dans un pôle santé. Et alors là, c'est vraiment très très adapté. Par contre, travailler la proprioception, l'équilibre, donc la rapidité des réflexes, la muscu, alors les steps, la presse, le ski, enfin le ski c'est un appareil, hein. Voilà, le rameur, la marche, le vélo, et puis tout ce qui est au sol. Voilà, on travaille avec de l'élastique, avec des poids, et de façon à ce que tout le corps puisse travailler, et on fait un groupe de muscles différents chaque semaine,
Donc il adapte vraiment pour ce périple. On a eu 3 coachs différents. Les 3 coachs ont travaillé de manière complètement différente et ça nous a été complémentaire. Donc on n'en a que du bénéfice. Si bien qu'à notre retour, on continuera. Parce qu'on en a besoin. Donc on continuera le vélo, la marche et le sport santé. Voilà, on arrêtera juste la kiné. Voilà pour ce qui est de notre entraînement. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était pour Denis, son diagnostic, le professeur Wallet qui l'a diagnostiqué, ne comprenait pas pourquoi à son âge, il déclarait une sclérose en plaques. Donc il a beaucoup hésité sur le diagnostic et il a fallu vraiment tous les résultats d'examen pour qu'il dise, bon, vous avez dû avoir des signes avant-coureurs. Effectivement, il y a eu beaucoup de signes avant-coureurs, mais sans qu'on sache. C'était en fait une errance. On ne savait. Le médecin ne nous avait jamais dirigé vers le centre de neurologie de Pellegrin, donc on n'avait jamais investigué assez loin. Et on était resté sur la maladie de Lyme qui a quand même des symptômes bien similaires et dont il a été soigné 2 fois pour finalement se rendre compte qu'il y avait en plus ou que la sclérose en plaques. Voilà. Et c'est une rémitante, puisqu'il y a 2 scléroses en plaques. Il y a celle qui avance progressivement et il y a celle qui avance par poussée. Denis a celle qui avance par poussée. Donc il a fait 2 poussées depuis 2 ans. À chaque fois, il a eu de la cortisone pour enlever l'inflammation. C'est le Solimédrol, c'est ce que l'on donne à chaque fois. Il n'y a que ça qui marche quand on est en crise. Et puis ensuite, avec la récupération, on a installé un immunosuppresseur. Donc l'Ocrevus les 2 premières années. Et maintenant, on est passé à Kesimpta, puisque c'est pour l'Ocrevus sert à tuer les lymphocytes B qui passent la barrière encéphalopathique du cerveau et vont attaquer la myéline des neurones. Pour enlever la possibilité à ces lymphocytes T de rentrer dans la barrière, la seule chose qu'on ait trouvée, c'est de les tuer. Donc ça donne une immunité très fragile et c'est pour ça qu'on a dû changer. Denis ayant eu une leucopénie, une baisse de globules blancs très forte avec une attaque d'une bactérie en décembre, il a fallu changer le programme. Donc là on passe à une injection sous-cutanée plusieurs fois, au lieu que ce soit tous les 6 mois, c'est 1 fois par mois, et c'est plus doux. Donc on espère qu'il va pouvoir remonter la pente de l'immunité doucement et pouvoir supporter le traitement au moins toute une année. Voilà. Et comme il est âgé, il est possible qu'on arrête tout traitement l'année suivante. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet. Tu as parlé de force musculaire, d'activité musculaire, mais du point de vue sensibilité, est-ce que tu as des troubles de la sensibilité? Oui. Aussi, est-ce que tu as des douleurs, par exemple, neuropathiques? D'accord. Oui, ensuite, tu as dit effectivement c'est rare chez les personnes âgées, et c'est plus rare chez les hommes que chez les femmes. Alors, je dis ça parce qu'il y a une relation avec l'activité physique qui, elle, améliore l'immunité. Et en particulier chez les femmes, parce qu'il y a plus de maladies auto-immunes chez les femmes que chez les hommes, à cause de leur sexe, leurs chromosomes, les hormones, voilà. Et puis, parce que la femme est capable de supporter la greffe qu'est une grossesse, l'hétérogreffe qu'est une grossesse, naturellement. Donc elle a une immunité quand même particulière. Alors s'il n'y a pas de questions supplémentaires, je peux vous parler du rôle des aidants, parce que qui dit CEP dit aidant. Étant donné que c'est une maladie qui ne se voit pas souvent, hein, il y a de visu, tous ceux qui sont atteints de la CEP ne marchent pas avec une canne ou avec un fauteuil, donc ils doivent se battre. Et quand ils ont la chance d'avoir un conjoint qui les soutient, ben ils sont bien heureux parce que ça leur fait une béquille. On se bat à 2. Donc c'est mon cas. Moi je sais ce que c'est que la maladie puisque j'ai déjà été soignée au moment du Covid pour un lymphome
Donc j'ai été de l'autre côté, et c'est Denis qui m'a secondé. Donc je connais la patience qu'il faut avoir quand on n'est pas bien, pour pouvoir remonter. Qu'est-ce qui va convenir au malade, à notre conjoint malade, pour qu'il retrouve le moral? Parce que quand le moral va, le physique suit. Donc il faut connaître son conjoint, ou son père, ou sa mère, ou son enfant. On sait comment il était avant la maladie, donc il faut trouver ce qui marche avec lui. Qu'est-ce qui lui fait du bien? Qu'est-ce qui va lui donner envie de retrouver l'envie de marcher, l'envie de bouger d'une manière ou d'une autre? Sortir du lit, se lever tous les matins, se laver, se raser, voilà. Mettre les chaussettes tout seul, sans aide, voilà. Qu'est-ce que c'est qui va le motiver à dire j'ai ma dignité, je vais y arriver, et je vais me donner les moyens? Eh bien, c'est une affaire de couple, c'est une affaire d'équipe. Quand on est en famille, quand on a des enfants au foyer, peu importe lequel de la famille est malade, il faut qu'il y ait un groupe soudé autour, sans le porter au nu. Il faut que lui trouve en lui-même la force de se battre, qu'il trouve la clé, en sachant qu'il a du soutien autour de lui. Donc on peut mettre la logistique autour, mais on ne va pas porter sa douleur, on ne va pas porter sa souffrance, parce qu'on ne peut pas. Et c'est ça qui est frustrant quand on est aidant, c'est d'être démuni face à la douleur de l'autre. Tu as des paresthésies, tu as des brûlures, tu as de la spasticité, et je peux rien y faire. C'est comme ça, si le médecin ne peut rien te donner pour te soigner, moi je n'y peux rien. Mais c'est frustrant. Donc on essaye de trouver quelque chose qui va travailler sur le moral, qui va faire penser à autre chose. Quand on va marcher, quand on va faire du vélo, quand on va faire de l'exercice, on fait travailler le cardio, on pense à autre chose. Et on ressort avec de la dopamine. On est heureux. Nous, chaque fois qu'on sort de l'entraînement, on y va fatigué et on en ressort heureux. Donc c'est pour ça que si on a un message à faire passer ce soir, c'est seulement de bouger. De se forcer à aller avec quelqu'un ou seul, c'est toujours mieux au moins à deux. On se fixe un rendez-vous. Si on est seul, on vit seul, et ben on se fixe un rendez-vous avec quelqu'un, avec une amie, avec quelqu'un de la famille, et on sort. Voilà. Et ça, c'est bénéfique. Peu importe si on est en fauteuil roulant, peu importe si on a une canne, on ne peut pas faire le bas, on fait le haut. On fait des abdos. Si on ne peut pas faire des abdos, on fait la tête. On fait les épaules. On peut toujours bouger quelque chose. Voilà. Et on fait quelque chose qu'on aime. Voilà. On se fait aider par un thérapeute. Il y en a suffisamment. Il y a des ergothérapeutes. Il y a les kinés. Il y a suffisamment à notre époque en France, il y a plein d'auxiliaires médicaux qui sont là pour nous aider. On a une sécurité sociale qui marche vraiment bien. Il faut en profiter. Donc on n'a pas le droit de se laisser aller. On doit se battre pour aider la société en même temps. Voilà. On doit s'aider pour que la société nous aide. Merci, mais bon, je pense que voilà, il y aura d'autres choses à dire en plus. Alors, il y a j'ai relevé plein de choses qui ont été dites, qui sont en relation évidemment avec l'activité physique. Le fait de fractionner, alors je les livre en vrac et puis après j'essaierai de mettre un peu d'ordre dans mes propos. Le travail fractionné, important. La préparation physique, voilà, on a parlé vraiment d'entraînement, carrément. Le rôle des aidants, forcément. La relation activité physique et physiopathologie de la SEP. J'y reviendrai à mon modeste niveau, je ne suis pas neurologue du tout, donc, mais c'est important, il me semble, de bien connaître ces mécanismes-là pour savoir à quel moment et comment l'activité physique peut travailler sur le sujet, voilà, et aider. Alors, la première chose, c'est déjà dans la définition de la SEP, on a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une maladie qui est chronique, donc elle dure dans le temps, elle est auto-immune, donc c'est ce qui a été dit, elle met en jeu votre propre système immunitaire.
Et c'est une maladie neurodégénérative, donc qui s'attaque au circuit électrique, voilà, comme les voitures ou comme toute installation électrique. Voilà, on est doté d'un système électrique qui est constitué de câbles, et ces câbles sont attaqués par son propre système immunitaire. Donc, ces câbles servent à quoi? Ils servent à plein de choses. Ils servent à communiquer par des stimulations électriques, hein, comme des câbles. Ils sont gainés comme des câbles. On l'utilise tout le temps. Et c'est cette gaine qui est à la fois attaquée et donc qui perturbe un petit peu les messages, hein, que ce soit les commandes musculaires ou autres. Ça touche tous les systèmes électriques, comme je disais. Mais il y a aussi un processus inflammatoire au niveau de l'utilisation de l'énergie, c'est-à-dire que votre câble, il est doté de centrales énergétiques, hein, qui utilisent l'oxygène, et ces centrales, en fait, sont attaquées aussi, hein, dégénèrent petit à petit à cause de l'inflammation, et en fait, votre câble va surchauffer. Voilà, les messages vont être perturbés, les câbles surchauffent, et en fait, ils dégénèrent petit à petit. Bon, là je dresse un profil physiopathologique, d'accord. Autour de ça, l'idée des traitements, comme il a été précisé, c'est des traitements qui jouent sur l'immunité. Les traitements ont quand même explosé vers 2012-2015, donc c'est quand même assez récent. Il y en avait avant, mais pas autant. La recherche a quand même travaillé énormément dessus. Et l'activité physique, le rôle de l'activité physique sur ce phénomène inflammatoire, en fait, il a été prouvé en 96. Vous voyez que c'est pas si vieux que ça, avec une première étude, hein, qui a montré les bénéfices, des bénéfices à haute valeur scientifique, qui date de 2015. Donc vous voyez, c'est quand même très récent. Voilà. Le titre de l'article, c'était, alors en français, c'était « Thérapie par l'exercice pour la fatigue dans la sclérose en plaques ». Voilà, c'est dans la revue Cochrane, qui est quand même une revue qui est ultra référencée. Et grâce à, vous voyez, donc les données sont quand même assez récentes, mais ça a prouvé que l'activité physique, pratiquer une activité physique est régulière, je tiens à le dire, et ça a été précisé évidemment, a un rôle sur ces phénomènes anti-inflammatoires. Voilà. Et neuroprotecteur. Alors à plusieurs niveaux, hein, neuroprotecteur, protection du circuit électrique, lutte contre la dégénérescence des centrales d'énergie, ça c'est quand même intéressant, et un rôle aussi de plasticité. Voilà. La plasticité cérébrale, c'est le fait de contourner un petit peu les axes centraux qui sont perturbés, de créer des itinéraires bis pour développer d'autres connexions. Donc en fait, l'activité physique va jouer à tous les niveaux. Et ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que j'ai fait un petit rappel, hein. Je suis désolé de physiopatho, mais c'est vraiment important. Et surtout, quand on communique avec les patients ou les personnes qui sont touchées par la maladie sur les associations, etc., je trouve que la communication et l'information, elle est fondamentale. Parce que ça donne du sens à ce que vous faites. Voilà. Et ils l'ont très bien expliqué tout à l'heure, hein. Ils ont fait la relation physiopathologie, activité physique. Voilà. Donner du sens à sa rééducation, c'est 99% du travail de fait. Après, le plus dur, c'est de tenir dans le temps. Et là, je rejoins ce que tu disais sur le rôle des aidants. Des aidants, évidemment des proches, mais aussi des structures qui peuvent accueillir et travailler avec ces personnes-là. Voilà. C'est notre rôle aussi de trouver des stratagèmes, enfin pas des stratagèmes, mais des idées pour que les personnes soient, enfin que la motivation des personnes perdure dans le temps. Et c'est pas si évident que ça. Denis l'a dit tout à l'heure. Après le diagnostic, eh bien, la décision, enfin, le diagnostic, c'est quand même quelque chose de très très fort à encaisser, très long, très dur, et que souvent, quelle que soit la pathologie, quelle que soit la maladie, je pense qu'on est tous touchés de près ou de loin, on a tous eu des exemples, malheureusement, mais
à l'annonce du diagnostic, le premier réflexe, c'est un peu d'être au fond du seau, quoi. Et là, s'installe la spirale du déconditionnement, en fait. C'est-à-dire que même pour une personne qui pratiquait une activité physique, et là, en l'occurrence, vous me dites si je me trompe, vous ne pratiquiez pas d'activité physique avant. Denis, non, c'est ce qu'il m'a dit, voilà. Mais voilà, il y a la spirale à l'annonce du diagnostic, mais on est un peu... on se pose évidemment plein de questions, on rentre parfois dans un état d'anxiété, dépressif, stress, qui est finalement un phénomène assez normal et très reconnu. Et on rentre dans une spirale où j'en fais le moins possible. Et l'histoire de l'activité physique avec la sclérose en plaques, c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'avant, parce que la CEP a été découverte en 1868. Ça vous donne une idée par Charcot, maladie de Charcot, ça va, voilà. C'est le même qui a découvert la CEP avant la maladie de Charcot. Et qu'est-ce qui était préconisé? C'est que avec cette fatigue, ces troubles moteurs, etc., pas d'activité physique. Voilà, l'idée c'était de surtout pas en faire. Et donc là, en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus de problèmes que d'inconvénients que d'avantages. Maintenant, c'est l'inverse. Mais c'est l'inverse. Si vous vous rappelez des dates que je vous ai données, en fait, les preuves scientifiques sont assez quand même récentes, alors que ça a été découvert en 1868. Donc voilà, il faut remettre les choses aussi dans leur contexte. Il y a une espèce de kinésiophobie, hein, c'est-à-dire la peur de bouger, qu'on retrouve encore, hein, même en centre de rééducation, on le retrouve. Les personnes, à l'annonce du diagnostic, ont peur de bouger, ce qui est compréhensible. Et c'est en expliquant, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est en expliquant les choses correctement, de faire le lien entre le mouvement, ce que ça engendre, et que c'est prouvé scientifiquement, avec ce qui se passe au niveau de l'inflammation, de la progression. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à remotiver et à remonter la pente. C'est un des facteurs, à mon sens. Enfin, voilà, on travaille beaucoup dessus, j'y mets un point d'honneur là-dessus, mais c'est quelle que soit la pathologie, et spécifiquement sur la CEP, voilà, il y a tout ce travail de donner du sens à ce que l'on fait. Et finalement, l'activité physique travaille sur l'amélioration de l'autonomisation de la personne. Ça peut concerner les patients touchés, mais aussi les aidants. Donc, c'est pour ça que je reprécise. Et c'est une très bonne question. Il existait de l'éducation thérapeutique à une époque, avant que j'arrive, à l'hôpital, et le projet a été arrêté. Suite à ça, même je pense avant, mais Caroline me dira mieux que moi de l'APF, se sont formés. Alors pour former de l'éducation thérapeutique, des ateliers d'éducation thérapeutique, il faut des professionnels. D'accord, à minima, c'est psychologues et infirmières. Et donc, dans l'organisation d'un CH, c'est assez difficile. Pour la partie sclérose en plaques, l'organisation est très difficile parce qu'il faut dégager du temps à l'infirmière. Enfin bon, je vous passe les détails que vous comprendrez très bien, mais c'est vrai que c'est pas si évident que ça. Et à l'heure actuelle, sur le CH, il n'y a pas d'éducation thérapeutique CEP, même si le projet est dans les bacs. Voilà. Existe sur le département des groupes de parole, notamment de l'APF avec Caroline. J'en ai fait un aussi sur le Vinevoix. Et l'idée, c'était d'être complémentaire avec le gros travail que déjà Caroline faisait avant moi sur le département. Mais l'idée, c'était de fédérer, enfin d'être capable d'accueillir des personnes sans qu'ils se déplacent, qui traversent la moitié du département. Voilà. Donc que ce soit Villeneuve, Agen, bon déjà c'est déjà pas trop mal. Alors plus actif avec Caroline sur la journée, tu me diras si je me trompe. Des groupes de parole, vous n'avez pas forcément des professionnels, voilà. C'est pour ça que cette partie éducation thérapeutique, elle est très très intéressante, très importante. Malheureusement sur la CEP, concrètement, ici, c'est dans les bacs, mais très très difficile à mettre en place.
Donc, comme je disais tout à l'heure pour l'activité physique, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut trouver des itinéraires bis pour travailler sur certains sujets. Le rôle des aidants est un axe de travail qui est super important. Voilà, j'essaie au maximum de faire le lien avec le CH et le réseau évidemment qui est développé au niveau du CH. Je n'ai pas la je ne prétends pas du tout avoir tout le pouvoir et la responsabilité du truc, mais disons qu'on se bat pour ça, pas que moi. Hein. Et on a toute une équipe à se battre pour ça, donc on fait notre maximum et j'aimerais que ce type de projet émerge. Mais c'est pas évident et nous ne sommes pas décideurs. Par contre, c'est vrai que à partir du moment où on a compris que l'éducation thérapeutique a besoin de professionnels pour être enclenchée, voilà. Après, comment ça peut se mettre en place? Il y a une relation aussi à faire avec l'ARS, l'Agence régionale de santé. Voilà, je pense qu'il faut être toujours positif. Alors ça demande toujours du temps, hein, comme toutes les décisions, mais il faut insister, faut pas lâcher quoi, comme pour tout le reste. Donc on lâche pas. Et il y a déjà du travail de fait sur ces groupes de parole pour donner un maximum d'informations et communiquer au maximum sur les thèmes qui sont chers aux personnes touchées par la maladie et aux aidants. Alors je ne sais pas si j'ai pas vraiment répondu à votre question, hein, mais disons que c'est vraiment des projets qui sont super intéressants mais très durs à mettre en place. Parfois c'est très facile à mettre en place parce qu'il y a un contexte qui fait que sur certains types de pathologies comme le cancer ou d'autres, facile parce qu'il y a plus de moyens, plus de disponibilité, et c'est vrai que sur d'autres secteurs malheureusement c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que des réseaux sont créés, hein, à Paris, Réseau Cible des filles, CRCCEP là sur le Bordelais. Bon, voilà. Tout est perfectible, mais voilà, ça demande du temps. Mais pour le CH, en éducation thérapeutique pure sur la CEP, il n'y a pas. Voilà. Et même donc au SSR, parce que bon, moi j'ai fait un stage à Virazeille, et après on m'avait dit au SSR vous avez la possibilité, alors pas en étant hospitalisé et après en soins de suite, mais est-ce qu'au soins de suite justement on pourrait bénéficier de... Hein, c'est un peu ce que tu voulais dire. Ce qui est intéressant, je vais finir là-dessus, mais quand vous êtes en centre de rééducation, oui. Vous me dites, hein, mais c'est une équipe pluridisciplinaire. Oui. Ça, c'est très très important et très intéressant pour la personne, c'est-à-dire que quand la personne arrive, il est défini en équipe, évidemment avec le médecin qui coordonne tout ça. L'idée c'est de définir au mieux les besoins de la personne. Est-ce que c'est plus de l'ergothérapie? Est-ce que c'est plus de l'orthophonie? Est-ce que c'est plus de la psychologie? Est-ce que c'est... Bon, voilà. Si tous les professionnels sont présents sur le site, à ce moment-là, l'organisation, la rééducation se fait en fonction. Si c'est plus du réentraînement à l'effort, voilà, ils ont la malchance de tomber sur moi. Mais après... Justement, peut-on en bénéficier justement par rapport à ça? Oui, mais des séjours en SMR? Oui. C'est en hospitalisation de jour. Alors vous avez deux types d'hospitalisation. En hospitalisation complète ou en hospitalisation de jour. Généralement, pour le sclérose en plaques, ce cas particulier, on est plutôt sur de l'hospitalisation de jour. Bon, il y en a parmi vous qui ont déjà été admis sur ce type d'hospitalisation. Et là, c'est des demi-journées, oui. ou des journées entières, ça c'est le médecin qui décide. Et après, il y a un retour à domicile. Voilà. Mais lors de cette demi-journée ou journée, effectivement, on pouvait être amené à voir plusieurs professionnels en fonction des besoins que vous avez. Oui. Si vous avez besoin de voir une diététicienne... c'est le médecin traiteur qui décide ou le neurologue qui décide de nous y envoyer ou comment il faut faire? L'hospitalisation de jour, oui, généralement c'est le neurologue qui fait le lien. Bon, sinon, quand il y a des besoins spécifiques, la personne appelle directement le SMR. Le SMR. Oui. Vous prenez rendez-vous avec le médecin de rééducation, le médecin physique, le MPR, un médecin physique de rééducation. Et vous prenez rendez-vous avec elle, puisque on n'a que des dames sur le SMR en neuro, et à ce moment-là, c'est elle qui décidera. Vous déciderez ensemble. D'accord. Voilà. D'accord. Et dans le cas d'une hospitalisation de jour, d'une demi-journée,
Est-ce que les dents peuvent être présents au sein du SSR ou pas? Alors, pour la sclérose en plaques, oui, dans des cas particuliers, oui, parce que parfois les aidants ont des questions sur, par exemple, les transferts. Comment je peux transférer correctement mon conjoint de la voiture à dehors, sur le lit. J'ai des questions, bien sûr. Et donc là, on est de suite en lien, on en a souvent, sur des questions comme ça. Effectivement, la personne, l'aidant vient, travaille avec l'ergothérapeute, le kiné ou enfin, le professionnel concerné pour mettre en place des choses. Au contraire, on a parlé tout à l'heure de l'amélioration de l'accompagnement et c'est relatif aux aidants aussi. Hein. Bien sûr, oui, oui. Est-ce que... Ah oui, c'est vrai, il y a une différenciation, c'est moi qui ai bugué, pardon. Groupe d'échange, groupe de parole, voilà. Groupe de parole, vous avez un professionnel voilà, de santé, et groupe d'échange, il n'y a pas forcément besoin de groupe de professionnels de santé. Voilà, c'est moi qui ai bugué, je m'excuse. Et oui, c'est vrai que les appellations sont... Voilà, c'est le côté... administratif, l'essentiel étant de communiquer hein, et puis d'être capable de travailler sur certains sujets. Ça peut être le permis de conduire, hein, ça peut être les troubles musico-sanitariens, la partie psychologie. Vous voyez, plein de thèmes qui concernent la maladie. Bien sûr, le travail, bien sûr, hein, assistance sociale, donner les contacts. Alors, on travaille depuis un petit moment maintenant et l'idée c'est... Enfin, on commence à avoir quand même quelques contacts. Alors attention, hein, on n'a pas la réponse à tout. Enfin, je parle de mon côté, malheureusement. Mais on commence à avoir un réseau de professionnels vers qui on peut orienter pour des sessions. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut retrouver maintenant, je me retrouve avec des personnes qu'on a suivies en hospitalisation complète, en hospitalisation de jour, et en retour à domicile, et en session extérieure. Et on parlait de la mairie aussi et des communes qui ont mis à disposition sur le dispositif sport sur prescription médicale des bâtiments gratuitement pour que l'on puisse intervenir en extérieur et proposer de l'activité physique adaptée. Oui, c'était un exemple qui est criant. Je finis là-dessus. Il existe dans le département, mais sur toute la région Nouvelle-Aquitaine, un dispositif de sport sur prescription médicale, hein, le dispositif PEPS. Vous avez le site internet qui est très bien fait et l'idée c'est qu'une personne sur prescription médicale peut aller voir un professionnel et être intégré dans un dispositif d'activité physique adaptée. Et en fonction de son niveau, il ou elle est orienté à différentes structures. Voilà. Si vous voulez plus de précision, je répondrai évidemment en suivant, parce que là, sinon... voilà. Juste une petite dernière question pour Denis. Depuis tes premiers IRM, est-ce que tu en as refait pour savoir si c'était bien ou pas bien, si c'était mieux, s'il y avait une évolution en négatif ou en positif? Ah oui, les IRM, j'en suis une. Oh non, plus que ça. Voilà. Ça Donc pas ça une s'améliore. dizaine, mais pas loin. Oui. Donc on a vu quand même qu'il y avait des évolutions, il y Voilà. avait quand même encore des attaques, des foyers. Ah, il y en a d'autres? Ah oui. Ah oui, d'accord, ça n'a pas continue. régressé. Ouais, il y a toujours des inflammations. D'accord, mais ça n'a pas régressé, oui. Ça n'a pas régressé. D'accord. Mais par contre, dans le cerveau, comme le disait Stéphane, il y a des cheminements qui ont dû se faire indépendants, Oui. des connexions qui m'ont permis de rattraper certaines facultés que j'avais perdues. Parce que tu disais que tu en avais une importante au cervelet, j'en ai une aussi au niveau du Oui, cervelet, oui. du cervelet, pardon, une Oui. vingtaine au niveau du cerveau, ainsi qu'à dans Voilà. l'épinière. Celle du cervelet gère l'équilibre. Oui, Et voilà. donc, c'est elle qui m'a fait beaucoup de défauts là au départ. Et après, donc, il y en a d'autres. J'ai eu des attaques sur les nerfs optiques. Ah, oui, d'accord. Là, j'y vois, mais c'est tout trouble. Mais bon, je distingue. Par contre, il y a des moments où j'ai le champ visuel qui se réduit d'un coup. Et donc là, j'ai stoppé la conduite pour être vraiment vigilant et puis ne pas risquer des Je catastrophes. voudrais donner quand même un côté positif, c'est que moi je n'ai plus de traitement et que je suis de mieux en mieux. Oui, Le neurologue me dit, vous êtes deux dans ma patientèle, oui.
je n'ai plus de traitement. Alors, est-ce que par contre, après j'ai beaucoup de crampes, c'est pour ça que je voulais... Est-ce que les crampes et spasticité sont les crampes et les spasticités, Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Non, d'accord. c'est pas du tout Moi la j'ai même beaucoup de chose. crampes, je veux savoir. Je rebondis sur ce que vous avez dit, c'est Oui. très important, c'est-à-dire que dans la phase, c'est vrai que les IRM, Oui. sur les IRM, on voit les plaques de démyélinisation, hein, Oui. ce sont des taches blanches Oui. du cerveau. Effectivement, en fonction de l'endroit où elles Oui, sont, voilà. où elles se situent, les symptômes ne sont pas les mêmes. C'est pour dire que pour un même type de CEP, vous pouvez avoir 25 000 personnes différentes, avec des symptômes différents. Bon. Mais par contre, vous pouvez aussi avoir des gens, des personnes qui ont une tâche de démyélinisation et aucun symptôme. D'accord? Donc vous voyez, c'est pour ça que les variétés de CEP sont vraiment énormes. Et je réponds à ta question. Les crampes, c'est multifactoriel. Les crampes, alors que la spasticité est liée à l'atteinte pyramidale, enfin, du système nerveux. La crampe, c'est multifactoriel. Ça peut être la fatigue, l'alimentation, par exemple, le matin, quand on se lève et qu'on pense s'étirer, en fait, on contracte le muscle qui est reposé et il se dit, mais il est complètement fou, donc je vais réagir, je vais faire l'inverse de ce qui se passe. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, au début, dans la sclérose en plaques, les muscles sont dotés de parties musculaires qui sont responsables du réflexe d'étirement. C'est-à-dire que plus un muscle est étiré, plus il répond. Donc vous voyez, c'est pour ça que les variétés de CEP sont vraiment énormes. Et je réponds à ta question. Les crampes, c'est multifactoriel. Les crampes, alors que la spasticité est liée à l'atteinte pyramidale, enfin, du système nerveux. La crampe, c'est multifactoriel. Ça peut être la fatigue, l'alimentation, par exemple, le matin, quand on se lève et qu'on pense s'étirer, en fait, on contracte le muscle qui est reposé et il se dit, mais il est complètement fou, donc je vais réagir, je vais faire l'inverse de ce qui se passe. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, au début, dans la sclérose en plaques, les muscles sont dotés de parties musculaires qui sont responsables du réflexe d'étirement. C'est-à-dire que plus un muscle est étiré, plus il répond par contraction. Okay, et le matin, vous pensez vous étirer et en fait vous contractez énormément le muscle et par réaction de défense, c'est des mécanismes de défense. Hein. Le corps il dit terminé, crampe. Voilà. Donc ça c'est la crampe. Et vraiment la spasticité c'est différent et accentué par la vitesse du mouvement, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi par le repos. Voilà. Parfois au repos on peut avoir une exagération de ça. Donc je vous ai dit, il peut y avoir à la fois la vitesse ou la force de contraction demandée et aussi cette partie repos. Et encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Mais dans tous les cas, il faut savoir, sur cette spasticité, c'est que les étirements sont fondamentaux et apportent un bien-être. Voilà. Donc être capable déjà de s'étirer, c'est vraiment le premier réflexe qu'il faut avoir sur les personnes touchées par la sclérose en plaques et savoir combien de temps je dois m'étirer, voilà tout ça. Encore une fois, toutes ces données, ce sont, voilà, en discutant avec les professionnels qui vont vous donner toutes ces informations-là, ou avec d'autres personnes qui sont suivies par des professionnels, et comme ça, vous êtes pratiquement sûr de ne pas faire n'importe quoi, et surtout de le garder et de le faire, de le faire régulièrement tout seul. Voilà. Merci. Juste, je voulais ajouter, je vais vous écouter. Juste, j'ai oublié de donner les données. Il y a 160 000 personnes atteintes de sclérose en plaques en France. Il y en a 6 000 nouveaux cas tous les ans. La plupart, ce sont on l'a dit au début, des jeunes. Et il y a sur 4 personnes, 3 sont des femmes. Voilà, et des jeunes. Donc ça a un impact sérieux sur la vie de couple et sur le travail, l'autonomie de la personne. Donc c'est tout l'avenir de la personne. Donc les structures sont là pour essayer d'épauler les malades afin qu'elles aient une autonomie. On en a beaucoup parlé d'autonomie avec Stéphane. Et comme ça atteint des personnes qui sont en pleine activité,
de travail et elles ont toute leur carrière en vue. Il y a toute une psychologie à adapter pour les aider à supporter cet état de choses, parce que la plupart n'osent pas en parler parce qu'il y a le regard dans le travail. Donc il faut vraiment qu'elles soient épaulées. J'avais oublié de le dire, je trouve que c'est important quand même. Alors, point très important, merci Myriam. Justement, des professionnels, il y en a à ce niveau-là, les assistantes sociales et les médecins du travail, qui travaillent dessus, justement, et qu'il ne faut pas hésiter à solliciter, quand c'est possible, pour justement répondre à toutes ces questions-là, et qui sont très importantes. C'est vrai que la vie professionnelle, on parlait de la conduite, enfin le fait d'être moins autonome, c'est vrai que on porte un coup sur le moral qui est quand même assez fondamental. Donc l'idée c'est de rendre, que la personne soit le plus à l'aise et la plus autonome possible en fonction de ce qu'il ou elle peut faire. Voilà. Mais note positive aussi, quand on travaille régulièrement, quel que soit le degré de handicap, on peut progresser. Quel que soit, hors période de poussée, hein, attention. Mais tout ce que l'on... Là, c'est des données de terrain que je vous donne. C'est qu'à chaque fois que les personnes ont travaillé régulièrement et se sont investies, ils ou elles se sont investies, un minimum, régulièrement, sur le fait de bouger correctement, il y a eu à chaque fois des progrès, à chaque fois. La seule fois où il n'y en a pas eu, c'est que la personne était en poussée. Voilà. Ça, c'est des données concrètes, hein. C'est pas du rêve qu'on vend. Et c'est pour dire que tout le travail qui est fait en activité régulière est bénéfique. Bénéfique. Voilà. Oui. C'est plutôt pour adapter le logement à la... Alors là, c'est les ergothérapeutes. Et à la fin, c'est plutôt qu'on peut se retourner vers les caisses vieillesse, Agir Parco, qui aide. Voilà, il y en a beaucoup qui ne le savent pas, mais c'est pas uniquement dans la SEP, c'est dans d'autres maladies. Oui, sur toutes les pathologies. Et voilà, qui peuvent intervenir dans les aides au logement, justement, par exemple pour changer une baignoire en bac de... Mais tout ce que vous dites, c'est très important. Tout ce que vous dites, c'est très important. Et c'est toutes ces informations-là, justement, l'idée, c'est de communiquer au maximum. Alors via les groupes de parole, via les associations, tout ce travail de communication. Moi, je ne connais pas tout. Même, pourtant, je travaille depuis un moment sur la SEP, mais je connais pas. Et l'idée, c'est justement de déléguer à d'autres professionnels de travailler en équipe pour qu'il y ait un maximum d'informations et de communication qui soient faites, quoi. On peut pas tout savoir. Et pour être le plus réactif et le plus adapté possible aux demandes, effectivement. Et voilà. Mais ça, voilà. Ça, c'est les informations à donner en groupe. Bien sûr. Tu veux dire un mot, Caroline? Non, hormis que c'est très bien d'aller en éducation avec toi, voilà. Oh. C'est vrai, c'était beaucoup de bien, c'est très difficile d'ailleurs, c'est très dur avec nous, mais... Bon, je dirais rien. Merci, Caroline. Si ça porte. Non, merci, mais bon, voilà, le retour... voilà, les retours sont très importants et touchent beaucoup, merci. Tout ça pour dire que c'est vraiment un travail comme vous faites, un travail de régularité, d'engagement. C'est pas tous les jours facile, d'accord, mais voilà, il y a des gens qui peuvent vous aider à travailler, à vous accompagner là-dessus. Voilà. En tout cas, très beau projet, merci. C'était super. Alors moi, je connaissais pas, j'ai lu pour la première fois votre article. Et vraiment à encourager, et je souhaite que l'on se revoie dès que possible, parce que là, bon, vous êtes parti pour faire le Tour de France, et ce sera avec grand plaisir, voilà, qu'on se rééchange dessus. Voilà. Merci beaucoup, hein, surtout. Merci à tous.